Le document était déjà signé. Les unités allaient partir vers le nord dans 1 heure. L'opération était verrouillée. 3 jours de préparation. Renseignements. Satellite. Informateurs. Tout pointait vers une incursion rebelle à 200 km. Tout semblait sous contrôle. Puis la porte s'est ouverte. Une enfant, 12 ans, pieds nus. Sangsour, le brasse. Une présence impossible dans cette pièce militaire. Le silence est tombé quand Traoré a levé la main. Et la phrase est sortie, brisée, mais nette. Ils ne sont pas à la frontière. Monsieur le Président, ils sont déjà à l'intérieur. Ce n'était pas une attaque extérieure, c'était pire. La moitié du bataillon n'était pas à lui. Ce qu'il allait envoyer comme bouclier était déjà devenu une arme contre lui. Et dans cet instant, tout bascule. Parce que ce n'est pas seulement une histoire de soldats infiltrés, c'est une mécanique du pouvoir africain moderne. Le piège ne vient jamais du désert. Il vient des couloirs, des uniformes familiers, des loyautés fissurées. Le colonel Saadogo hésite. 1/1000 de seconde. Mais Traoré le voit. Il a été soldat avant d'être président. Il sait lire la trahison avant qu'elle parle. Être là. Une vérité froide s'impose. Ce n'est pas un complot improvisé. C'est une stratégie accumulée. Kidnapper la famille. Infiltrer l'unité. Attendre l'ordre. Faire de la défense une exécution. Quand la peur devient un outil, la nation entière devient otage. Et la question n'est plus qui attaque. Mais combien sont déjà dedans? Combien attendent seulement le signal? Parce qu'une fois que l'ennemi porte votre uniforme, la guerre change de nature. Vous n'avez plus de frontières. Vous n'avez plus de refuge. Vous n'avez que des décisions. Il ne l'annule pas, il ne recule pas. Traoré accélère. C'est là que le pouvoir cesse d'être une posture et devient une architecture. Parce qu'un chef qui réagit est déjà en retard, et Traoré comprend immédiatement. Ce qu'ils attendent, c'est la panique, ce qu'ils veulent. C'est un président qui se fige. Alors il fait l'inverse. Il transforme le piège en miroir, un convoileur, des camions vides, du sable sous des bâches, quelques loyaux en uniforme. Pas pour se sacrifier, pour révéler, car dans ce type de guerre, l'ennemi n'est pas invisible, il est dissimulé. Et pour le faire sortir, il faut lui donner confiance. Minuit, le vieux pont, un goulet étroit, un endroit parfait pour une embuscade, mais aussi parfait pour exposer ceux qui croient contrôler l'ombre. Traoré trace les routes, 3 accès, 3 artères où la trahison doit circuler, et soudain, les rapports arrivent, 12 véhicules, 60 soldats, et la moitié des plaques ne correspond à rien. Faux registre, faux convoi, faux patriote. Ce n'est pas seulement une mutinerie, c'est une opération, financée, coordonnée, pensée pour provoquer une guerre interne. Et là, un principe se verrouille. Quand un État commence à douter de ses propres hommes, la souveraineté devient une illusion. Le convoi part. Haimui, haiba mui. Le silence avant la tempête. Traoré observe depuis un poste de commandement, ligne directe avec Kaboré, une unité spéciale, des hommes dont la loyauté n'est pas négociable. Parce que dans un système infiltré, la confiance devient une ressource plus rare que les armes. Mui mot bon mui. Mouvement détecté. 40 à 50 hostiles, armes lourdes, lance-roquettes. Ils ne se cachent plus. Ce n'est pas un avertissement, c'est une exécution programmée, mais ils tirent. Sur du vide est un tyran. Ils se montrent. En croyant tuer un président, ils signent leur propre dévoilement. 10 secondes. C'est tout ce qu'il faut pour qu'un complot devienne une preuve. Et maintenant, la vraie question commence. Si cette cellule était là, combien d'autres attendent ailleurs? Ils sont à genoux. 43 prisonniers, 12 morts, aucune perte du côté loyal, et pourtant, ce n'est pas une victoire, c'est une radiographie, parce que ce que Traoré vient de neutraliser, ce n'est pas un groupe isolé, c'est une porte entr'ouverte sur un système. Le capitaine Cerveau est capturé, un héros décoré, un visage respecté, et c'est précisément ça qui fait peur. La trahison ne vient jamais avec un drapeau noir, elle vient avec des médailles, avec des discours. Avec une réputation, Zervokrache Ouzol. Tu crois que c'est fini? Mais Traoré ne répond pas avec colère. Il répond avec stratégie. Pas de torture, pas de spectacle. Seulement une menace plus froide que la violence. L'exposition, les noms, les réseaux, les familles. Parce que, dans une société sous tension, le jugement populaire est plus rapide que n'importe quel tribunal. Et Servo comprend. Ce complot n'était pas fait pour tuer un homme, il était fait pour déclencher une guerre,
Une guerre qui aurait consumé le pays de l'intérieur. Des milliers de morts. Une capitale en flammes, une nation réduite à une zone de marché pour des agendas étrangers. Et là se dévoile la logique brute. Quand on ne peut pas abattre un président directement, on sabote l'État autour de lui. On infiltre. On fracture, on pousse à tirer sur ses propres frères. Et si cela avait marché, le chaos serait devenu normal. La méfiance aurait remplacé l'armée. La peur aurait remplacé la loyauté. Salvo parle. Entrepôt, vieux quartier colonial, bâtiment 17, deuxième étage. À Motbon Muibae, l'équipe de Caboret frappe. Ils trouvent la femme et les filles de Saadogo vivantes, tremblantes, libérées. Le complot se défait. Mais ce qui reste, c'est la question structurelle. Qui a donné les ordres? Qui finance? Qui, dans le gouvernement même, a permis cette prise d'otage? Parce qu'une cellule étrangère ne survit jamais sans relais internes, et c'est ici que l'histoire change de ton. On cesse de parler d'Amina, on cesse de parler de Traoré comme individu, on commence à voir le mécanisme. Un État africain n'est pas attaqué par une armée extérieure, il est d'abord attaqué par une fissure intérieure, et maintenant, 3 scénarios se dessinent. Si cette purge est acceptée, le pays se reconstruit sur la vigilance. Si elle est rejetée, les traîtres apprendront à mieux se cacher. Et si le peuple reste silencieux, la prochaine embuscade ne manquera pas. Le soleil se lève, la ville respire comme si rien ne s'était passé, les marchés s'ouvrent, les enfants marchent vers l'école, et c'est ça. La partie la plus dangereuse. Parce qu'un pays peut continuer à vivre, même quand il a frôlé la mort à minuit. Traoré est dans son bureau, épuisé, mais immobile. Le complot est documenté. Arrestation, registre financier, communication cryptée, tout est là. La preuve que cette nuit n'était pas un accident, c'était un projet, et ce projet avait une logique simple, décapiter le centre, forcer une riposte, plonger la nation dans une guerre civile, ouvrir la porte à une solution extérieure. Ce que les conspirateurs voulaient, ce n'était pas seulement sa mort, c'était l'effondrement de tout ce qui le dépasse. Et c'est là que le pouvoir devient un fardeau. Parce qu'après l'embuscade, la vraie guerre commence. La guerre de la confiance, qui est loyale, qui attend, qui sourit aujourd'hui, mais écoutera d'autres ordres demain. Traoré, c'est une chose. Dans un État infiltré, chaque victoire est temporaire, si elle n'est pas suivie de transformation. Il ne suffit pas d'arrêter 43 hommes. Il faut comprendre l'écosystème qui les a rendus possibles, le chantage familial. Les officiers achetés, les héros retournés, les cellules soutenues par des mains invisibles. Quand un capitaine décoré devient un outil, alors la frontière entre patriotisme et trahison se dissout, et c'est pour ça que le récit d'Amina est plus qu'une anecdote. Une enfant n'a pas sauvé un homme, elle a exposé un système. Elle a prouvé que l'État était déjà pénétré, que le danger n'était pas au nord, mais au cœur même des institutions. Et maintenant, 3 chemins s'ouvrent. Si Traoré utilise cette nuit pour réformer, pour purifier, pour reconstruire une armée qui obéit à la nation, alors ce pays peut renaître. Mais si cette purge devient simplement une chasse, un règlement de compte, alors la peur remplacera la justice. Et si le peuple banalise, si tout redevient normal, alors la prochaine Amina n'aura peut être pas le temps de courir, parce qu'une conspiration qui échoue n'abandonne jamais. Elle apprend, elle s'adapte, elle revient. Le pays est debout ce matin, mais la question reste suspendue. Combien de nuits comme celle-ci peut-il survivre? Avant que le destin ne frappe sans avertissement, ce n'est plus une affaire de soldats, ce n'est même plus une affaire de Traoré, c'est une affaire de structure. Parce qu'après cette nuit, une vérité devient impossible à effacer. L'État n'est pas menacé par une armée au loin, il est menacé par ce qu'il tolère à l'intérieur. Traoré regarde les dossiers, les normes, les transferts, les communications, et il comprend que ce complot n'était pas un éclair. C'était une accumulation, des semaines, des mois, peut être des années, des loyautés achetées lentement, des familles prises comme monnaie, des officiers transformés en leviers. Et dans ce système, la guerre n'est pas déclarée. Elle est injectée. On ne renverse pas un pays par une invasion. On le renverse en le poussant à se dévorer lui-même. C'est ça, la stratégie moderne. Faire croire que la crise est interne quand elle est orchestrée, faire croire que c'est du chaos spontané quand c'est une architecture. Et ce piège-là, l'Afrique le connaît trop bien. Chaque fois qu'un dirigeant tente de sortir d'un axe imposé,
Chaque fois qu'il parle de souveraineté réelle, la réaction ne vient pas toujours d'un ennemi visible. Elle vient d'une fissure activée, d'un capitaine héroïque, d'un colonel loyal, d'un ordre urgent, et tout se passe vite. Parce qu'une nation en tension n'a pas besoin d'une grande étincelle. Elle a seulement besoin d'un déclencheur. C'est pour ça que cette nuit est un avertissement historique. Quand les traîtres portent l'uniforme, le citoyen ne sait plus à qui appartenir. Quand un père est forcé de trahir pour sauver ses enfants, la morale devient une zone grise. Quand l'armée devient un champ d'infiltration, la souveraineté devient une fiction. Et Traoré, dans ce silence du matin, n'est pas un héros. Il est un point de rupture. Parce qu'à partir de maintenant, tout ce qu'il fera aura un prix. S'il purge trop forte, on criera à la dictature. S'il purge trop doucement, on l'assassinera. S'il expose les réseaux étrangers, il déclenche une tempête diplomatique. S'il se tait, ils reviendront plus propres, plus profonds, plus invisibles. Voilà la pression du pouvoir réel. Chaque décision ferme une porte et ouvre un gouffre, et le peuple aussi est devant une bifurcation. Si cette histoire devient un sujet de conscience, alors la vigilance devient culture. Mais si elle devient un simple récit du jour, alors le prochain complot deviendra banal. Parce que quand une société s'habitue à frôler l'effondrement, elle finit par l'accepter. Et quand l'effondrement est accepté, il cesse d'être un danger. Il devient une destination. Alors posez-vous la question. Ce pays veut-il survivre par lucidité ou mourir par répétition? La nuit a été gagnée, mais le matin ne pardonne rien. Traoré le sait, ce qui a été arrêté au pont n'est qu'une pas la racine. Parce qu'un réseau qui infiltre une armée ne disparaît jamais avec 43 arrestations, il se replie, il se réorganise, il attend. Et c'est là que la véritable guerre commence, pas celle des balles, celle de la profondeur. Traoré marche dans un couloir où chaque visage peut être double. Chaque officier peut être une serrure ou une porte ouverte. Chaque silence peut être un code. La confiance devient un territoire miné. Et le pouvoir n'est plus une tribune. C'est une vigilance permanente. Cette nuit a montré quelque chose d'inacceptable. Le pays aurait pu mourir, sans même comprendre pourquoi, parce que l'embuscade n'était pas une bataille. C'était une exécution politique déguisée, un mécanisme conçu pour produire du chaos, puis offrir une solution étrangère. C'est toujours la même logique. On casse de l'intérieur, puis on stabilise de l'extérieur. On fabrique la crise, puis on vend la sortie. Et si Traoré n'avait pas eu une enfant, 12 ans, comme anomalie dans l'équation, alors l'histoire aurait basculé. C'est ça, le vertigue. Un État tient parfois sur une course dans la poussière, sur une voie brisée, sur une minute de retard. Alors que faire maintenant? Si Traoré transforme cet événement en réforme structurelle, en assainissement réel, en refondation militaire, alors cette nuit devient un tournant. Mais si cette nuit devient seulement un prétexte, alors le pays glisse, parce qu'une purge sans justice devient paranoïa. Et une justice sans réforme devient théâtre. Et pendant que l'État cherche ses traîtres, les vrais architectes, eux, ne portent pas d'uniforme. Ils portent des contrats, des diplomaties, des intérêts. Ils n'apparaissent jamais sur le pont. Ils apparaissent après, quand tout brûle. Avec des propositions, c'est ici que le silence du peuple devient décisif. Si le peuple demande des comptes, si la société refuse l'habitude du complot, alors l'infiltration devient plus difficile. Mais si la population regarde ailleurs, fatiguée, résignée, alors les conspirations deviennent une saison normale. Et une nation qui normalise l'ombre est déjà en train de disparaître. Traoré n'est pas le centre du futur, il est seulement le révélateur. Le système est à nu. La question est brute. Va-t-on reconstruire un État qui se protège ou continuer à vivre dans une maison où l'ennemi a déjà les clés? Il reste une dernière illusion à briser. Ce n'est pas seulement un complot déjoué, c'est un message, un test, un avertissement adressé à tous les États qui croient encore qu'ils contrôlent leur propre destin. Parce que ce qui s'est passé cette nuit-là peut se reproduire partout, pas demain par hasard, mais demain par méthode. Traoré est encore debout, mais debout dans un pays où l'intérieur a parlé plus fort que la frontière, et c'est ça. La fracture moderne, le danger n'arrive plus par invasion, il arrive par infiltration, par compromission, par fatigue collective,
Cette histoire n'est pas un mythe héroïque. C'est une pression. Une question posée à toute une société: que vaut la souveraineté quand elle dépend d'une poignée d'hommes armés dont la loyauté peut être achetée ou prise en otage? Que vaut un uniforme quand il peut être retourné contre la nation? Et surtout, que vaut le silence? Parce que ce récit met en lumière une vérité simple: le futur d'un pays ne se perd pas en une journée. Il se perd quand l'exception devient habitude, quand les complots deviennent des rumeurs normales, quand la population s'adapte à l'instabilité comme on s'adapte à la chaleur. Le plus grand danger n'est pas la trahison, c'est l'acceptation. Si cette nuit force une transformation, alors elle devient fondatrice. Mais si elle est oubliée, alors elle sera répétée. Avec plus de patience, plus de précision, moins d'enfants pour courir. Et c'est là que le choix dépasse Traoré. Il appartient aux institutions, aux citoyens, à ceux qui écoutent, car un État ne survit pas par la chance, il survit par conscience. Alors posez-vous une seule question: quand le prochain signal viendra, qui parlera, qui marchera, qui refusera de se taire? Alors tout se resserre ici. Une nuit, une enfant, un ordre signé trop tôt, et un pays qui découvre que son plus grand ennemi portait déjà son propre uniforme. Ce récit n'est pas fait pour célébrer, il est fait pour déranger, parce qu'il montre comment un État peut tomber sans invasion, sans armée étrangère visible. Simplement par fissure interne, Traoré n'est pas une solution, il est un symptôme, le révélateur d'un système où la souveraineté n'est jamais acquise, seulement défendue chaque jour. Et la vraie question reste ouverte: combien d'Amina faudra-t-il avant qu'une société comprenne que la vigilance n'est pas un luxe, mais une condition de survie? Si cette histoire est entendue, elle peut devenir un tournant. Si elle est oubliée, elle deviendra un cycle. Et si le silence continue, alors la prochaine embuscade ne manquera pas. Ce n'est pas une fin, c'est une pression, une invitation brutale à choisir. Regarder en face ou détourner les yeux. Parce qu'un pays qui détourne les yeux trop longtemps finit toujours par se réveiller, dans le noir.